Madame, monsieur, bonjour. Vous êtes invité à suivre une nouvelle édition de Manchette, un spécial 18 juillet 2026. Nous sommes donc avec vous pour traiter de l'actualité au vu des grands quotidiens internationaux. On commence avec, bien sûr, les répercussions qui désignent le crescendo entre l'Iran et les États-Unis, avec Le Figaro qui titre « Guerre au Moyen-Orient ». L'Iran dit avoir attaqué une base militaire en Syrie. Les bombardements américains continuent. Et dans le détail, l'armée américaine a mené sa 6e nuit de frappes consécutives, ciblant des ponts, des radars, l'aéroport d'Istamachar, donc une gare également à Bandar Abbas. 8 soldats iraniens ont été tués lors de cette frappe américaine. Je rappelle que les gardiens de la révolution ont riposté en attaquant une base militaire de Tanaf en Syrie, et les États-Unis avaient annoncé en février s'être retirés de la base de Tanaf et en avoir cédé le contrôle à l'armée syrienne. Toujours dans le cadre du Figaro, le commandement des forces aérospatiales des gardiens de la révolution, où le commandant Majed Moussaoui a déclaré que l'armée poursuivait ses attaques tant que les frappes sur le sud de l'Iran et dans le détroit d'Ormuz ne cesseraient pas. Par ailleurs, Bahreïn, le Koweït, le Qatar ont affirmé vendredi avoir fait face à des attaques iraniennes, dont l'une a visé une centrale électrique à Koweït, après les bombardements américains en Iran pour la 6e nuit consécutive. Nous avons le plaisir, pour commenter donc l'actualité de ce magazine, aujourd'hui 18 juillet 2026, d'avoir au bout du fil Monsieur Negui Victor, notre analyste politique. Merci de joindre à nous sur la TV internationale. Alors, vous êtes avec moi, Monsieur Victor? Oui, madame, bonjour. Alors, bonjour, merci de nous suivre sur la TV internationale. On commence avec l'actualité la plus chaude, c'est le bras de fer, nouvel épisode dans la guerre Iran-États-Unis, avec cette 7e jour consécutif, donc 7e nuit de bombardement intense. Les enjeux, d'après le Figaro, c'est bien entendu une stratégie de la part des États-Unis et de l'Iran pour maîtriser une position ou confirmer une position. Trouvez-vous que cette action de la part des États-Unis serait donc va mener à rappeler l'Iran à la table des négociations, et pourquoi? Écoutez, madame, les États-Unis ont tenté, ont essayé, ils ont pratiqué 40 jours de guerre sur l'Iran. Et ils ont frappé en utilisant toutes les armes possibles et imaginaires qu'ils possèdent contre l'Iran, et l'Iran n'a pas appliqué. Ça d'un côté. L'Iran possède une carte très importante. C'est la carte du détroit d'Ormuz. Et je ne pense pas que l'Iran est prêt à céder cette carte. Moi, je l'appelle, c'est la carte atomique. Parce que avec cette carte, l'Iran peut tout faire vis-à-vis de l'économie internationale. Ce qui fait que les États-Unis veulent absolument retirer cette carte de l'Iran. Et après, il n'aura plus d'atout à négocier si jamais les États-Unis pouvaient retirer cette carte de l'Iran. Oui, Monsieur Victor, l'actualité passe trop vite, parce que on a vu qu'au niveau de l'opinion publique américaine, quand cet accord cadre a été conclu entre le président Trump et les autorités iraniennes, tous les pro-israéliens, que ce soit au niveau du Sénat ou que ce soit au niveau du Congrès américain, ont été contre cet arrangement, et ils ont critiqué vivement le président Trump. D'ailleurs, J.D. Vance, qui est le vice-président américain, a même riposté en disant qu'il a vivement critiqué les Israéliens et aussi tous ceux qui sont pro-israéliens au Sénat américain, qui ont contribué peut-être au retour de la guerre. Pensez-vous que cette question va être
insoluble aux États-Unis, car on assiste à une dichotomie, à deux positions différentes à l'intérieur. Vouloir la guerre et non vouloir la guerre. Écoutez, madame, d'après les observateurs, il paraît que des négociations ont toujours lieu entre l'Iran et les États-Unis derrière les portes, en cachette, en catimini. Et je pense que rien à faire, les États-Unis vont devoir trouver une solution pour revenir sur la table de négociation. Pourquoi? Parce qu'il y a un bras de fer. Avec ces frappes, le détroit d'Ormuz est fermé. Mais le monde entier se trouve sur le dos des Américains. L'économie internationale souffre, les prix s'envolent, l'essence, par exemple aux États-Unis, le gallon il est passé à 5 $. Donc il y a déjà le peuple qui n'est pas content. Aux États-Unis même. Voilà, vous avez parlé de ce non, je veux dire qu'il y a une riposte populaire américaine de 60% au moins. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on assiste à un élargissement des zones de frappe américaines? Est-ce qu'on peut s'attendre à une guerre de plus en plus élargie? Et que signifie ce rassemblage d'avions citernes, que ce soit à Ben Gurion, à Tel Aviv ou autre? Oui. Écoutez, madame. Moi, personnellement, je ne pense pas que M. Trump aurait le courage de réentamer une guerre ouverte, une large guerre. Sinon, le monde entier est sur le dos. Les Européens, les Asiatiques, son propre parti. Il y a des membres de son propre parti qui ne sont pas d'accord avec cette guerre. Oui, donc on reste avec cette note de mécontentement parce que l'actualité chaude va s'en suivre. Et permettez-moi, Monsieur Victor, d'être en ma compagnie pour suivre l'actualité. Cette fois-ci, on va passer à L'Orient le Jour qui titre le Liban mouvement au-delà donc de la zone tampon, frappe de drones. L'armée israélienne poursuit ses attaques. L'armée israélienne donc a effectué ce vendredi plusieurs mouvements au-delà de la zone tampon qu'elle a établie unilatéralement au Liban Sud, dont à tir. Un véhicule téléguidé de l'armée israélienne s'est avancé jusqu'aux abords d'un barrage de l'armée libanaise dans le village donc de Mansouri et avant de se retirer. C'est la première fois qu'un véhicule de l'armée israélienne atteigne ce point et se retrouve face avec un barrage de l'armée libanaise. Bien sûr, les détails sont nombreux. Monsieur Nagui Victor, on commence peut-être cette question qui a été titrée par L'Orient le Jour par ces zones qui sont des zones tampons ou dites expérimentales. Le chef de l'État libanais va rencontrer le président Trump aux États-Unis bientôt pour donc poursuivre les négociations entre le Liban et Israël après un 6e round. Pour vous, quelles étaient les conséquences, les résultats de ce 6e round à Rome? Écoutez, madame, vous le savez mieux que moi, et tout le monde le sait, Israël ne peut pas honorer ni respecter n'importe quel accord. Un accord pour Israël, un cessez-le-feu pour Israël signifie que celui qui est en face arrête de tirer, mais que Israël garde toujours les mains libres pour faire ce qu'elle veut. Donc, les négociations entre le Liban et Israël, je ne suis pas très optimiste, parce que quand on négocie, il faut posséder des cartes sous la main pour négocier. C'est comme l'ascenseur, il monte et il descend. Il ne va pas dans un seul sens. Et si le Liban ne possède pas assez de cartes fortes pour pouvoir imposer des solutions à Israël, ça m'étonnerait que... Oui, on connaît tous la façon israélienne de négocier pour les négociations jusqu'à tuer l'histoire. Permettez-moi de vous rappeler que l'actuel de la situation, c'est que
les Israéliens imposent aux Libanais, à l'armée libanaise, qu'il est sur place dans ces zones tampons et qu'il s'arrange pour enlever les armes de la main du Hezbollah. Ah, est-ce que c'est faisable, Monsieur Non, Victor? je ne pense pas. Mais ça, c'est l'argument qu'utilise Israël toujours pour ne pas honorer ses engagements en disant Hezbollah, il faut qu'on ramasse les armes. Comment voulez-vous ramasser les armes d'une résistance tant qu'il y a hostilité, tant qu'il y a occupation, tant qu'il y a injustice? Il faut qu'il y ait une résistance. Et cette résistance est représentée par Hezbollah. Si jamais Israël se retirait de tous les terrains occupés, là, Hezbollah céderait. Oui, et donc on peut s'attendre à une situation conflictuelle qui est appelée à perdurer. Permettez-moi de passer à l'actualité au vu, cette fois-ci, du journal Les Échos, qui, elle, parle du Parlement israélien qui a adopté une loi de dissolution et en vue des élections du 27 octobre. Benjamin Netanyahou s'est livré à un véritable sprint législatif alors que le compte à rebours des législatives est déclenché, pressé par le temps, la Knesset qui a voté une loi de dissolution pour les élections du 27 octobre, a, sous l'impulsion du Premier ministre, enchaîné ces derniers jours adoption de lois controversées à tendance illibérale. Monsieur Nagui Victor, c'est bien sûr à partir d'un temps très court, le Parlement israélien ou la Knesset serait une Knesset provisoire ou un Parlement provisoire. Donc il y avait ce marathon pour pouvoir pour promulguer ces lois. Bien sûr, beaucoup de lois controversées, entre autres pour les fondamentalistes israéliens, cette loi controversée qui a été passée pour je veux dire, ne pas s'intégrer au sein de l'armée israélienne par ceux qui étudient la Torah. Alors, d'après vous, quelles seraient ces lois qui peuvent être illibérales, comme a jugé les Échos? Écoutez, madame, moi je pense que M. Netanyahou se trouve vers la fin de son expérience. M. Netanyahou est appelé à rendre des comptes. Et si jamais la guerre s'arrêtait au Liban et en Iran, il va devoir présenter des comptes à son parti, à son peuple. Pourquoi avait-il entamé cette guerre? Et le Knesset n'est pas tout à fait d'accord avec M. Netanyahou, même il souhaiterait s'en débarrasser. Et M. Netanyahou sait très bien que le jour où la guerre s'arrêtera, M. Netanyahou sera présenté aux tribunaux pour exercer pour rendre des comptes. Pour rendre des comptes. Oui. Comment vous voyez, Monsieur Victor, les chances de Benjamin Netanyahou de former encore une fois le nouveau gouvernement? On voit que l'atout, les cartes de la guerre contre les États-Unis et l'Iran peuvent être une carte majeure. La loi de la guerre, la guerre pour la guerre, serait la façon de Netanyahou de survivre à ces présumées comparaisons devant la justice israélienne. Quelles sont ses chances? Oui, mais madame, il est rentré dans cette guerre en promettant à son peuple, de changer le régime iranien. Il n'a rien fait. Le régime est toujours en place. Et d'ailleurs, durant les funérailles du suprême, on a vu des millions et des millions de citoyens qui sont descendus dans les rues en solidarité avec leur gouvernement. Il a promis à son peuple d'anéantir le programme nucléaire. Et en effet, personne ne parle du programme nucléaire. Il est devenu l'un des derniers sujets à discuter. Maintenant, tout le monde parle du détroit d'Ormuz. 3. Il a promis à son peuple d'arrêter le programme de missiles balistiques. Personne n'en parle. 4. Il a promis à son peuple de couper les bras militaires de résistance d'Iran.
comme le Hezbollah, Oui, c'est effectivement un cas d'échec majeur, mais seul peut-être faire perdurer la guerre peut-il peut-être renverser cette situation. On ne sait pas. En tous les cas, Netanyahou mise sur cette question. C'est la fin malheureusement de cette édition de Manchette. Merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne. Je vous remercie, Monsieur Nagui Victor. Vous êtes notre analyste politique. Merci d'avoir été parmi nous, mesdames et messieurs. C'est ainsi que se termine cette édition du 18 juillet 2026 et l'actualité continue sur l'ITV International. Merci bien de l'avoir suivi.